Donc, bonsoir, bienvenue à notre 6e soirée conférence qui porte sur le sujet de la place du Portage 3, réhabilitation et recontextualisation urbaine. Ce soir, nos conférenciers sont Mélanie Dupuis et Gérardo Pérez. Donc, tout d'abord, Mélanie Dupuis est une architecte associée LEED BD plus C et œuvre au sein de Provencherois depuis 2007. Elle cumule plus de 23 ans d'expérience. Elle démontre un intérêt fort envers l'intervention contemporaine sur les ouvrages relevant du patrimoine architectural moderne. Ses domaines de prédilection sont liés au développement durable, à la requalification de bâtiments culturels, dont la rénovation de l'esplanade de la Place des Arts et la colonnade de la salle Wilfrid Pelletier. Son activité professionnelle est actuellement mobilisée par la réhabilitation de la place Portage 3 et par la réalisation de 2 nouveaux centres culturels pour les communautés de Kahnawake et d'Orléans. Ces projets qui visent tous l'atteinte de cibles écologiques élevées, notamment LEED Or et carbone zéro. Notre second conférencier, Gérardo Pérez, est à la fois architecte et urbaniste. Il œuvre depuis 25 ans à titre de concepteur dans le domaine de l'aménagement, tant au Mexique qu'au Québec. Depuis 2016, il contribue activement chez Provencherois en tant que chargé de conception au développement de nombreux projets d'envergure tels que la transformation du complexe Place du Portage, le pavillon Hélène Desmarais des HEC Montréal, ainsi qu'à l'ébauche de plusieurs propositions dans le cadre de concours. Il est diplômé en développement durable et gestion environnementale de l'Université Ibérico-Américaine de Puebla. Au Mexique et détenteur d'une maîtrise de l'Université Laval en aménagement du territoire et développement régional. Il dispose d'une vision pluridimensionnelle, des paramètres de l'aménagement. Il excelle dans la réhabilitation de paysages urbains, aussi bien que dans l'idéation et la composition de nouveaux ensembles. L'humain, son confort et son mieux-être guident avant tout l'orientation esthétique, la plasticité des projets qu'il façonne. Donc, je cède la place à nos conférenciers de ce soir. Il faut juste que vous parlez plus près. Comme ça devrait aller. Vous m'excuserez, j'ai une fin de grippe, là, donc ça se pourrait que je tousse un peu. Donc, merci Saraya, merci de Komomo de nous accueillir ce soir pour cette 6e conférence. On va vous parler de Place du Portage, qui est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Donc, peut-être juste vous faire un petit contexte général au niveau du mandat. C'est un projet qu'on fait en consortium avec Perkins & Will et une panoplie d'autres consultants que je nommerai pas ici ce soir, mais essentiellement, c'est un mandat de modernisation de l'infrastructure. Donc, le bâtiment arrive à sa fin de vie utile et donc, on doit tout revoir en passant par les revêtements extérieurs, les systèmes électromécaniques et puis les espaces de travail aussi de la fonction publique. C'est un complexe qui est dédié au gouvernement fédéral. Donc, de nouveaux espaces de travail collaboratifs avec des places non assignées ont été implantés dans le complexe. Et puis, le but premier est vraiment de densifier ce bâtiment-là pour qu'il accueille jusqu'à 6 800, 7 000 travailleurs. Donc, récupérer des espaces locatifs ailleurs dans la région de la capitale nationale pour les implanter dans Place du Portage 3. Avec cette transformation-là, évidemment, on souhaite une flexibilité des aménagements au fil du temps. On veut favoriser le bien-être des travailleurs et puis aussi essayer de rejoindre la carboneutralité qui est un objectif du gouvernement fédéral. Donc, d'emblée, je vous disais que c'est un projet de longue haleine. Donc, on a commencé, nous, Provencherois, on a été mandatés pour faire l'étude de faisabilité en 2018. Et puis, on peut voir qu'en même temps, il y a des ingénieurs qui travaillaient sur une étude de décarbonisation des 4 PDP. Nous faisions l'étude de faisabilité. Et puis, en même temps, on savait qu'il y avait dans les eaux un énoncé patrimonial qui allait sortir pour PDP 3. C'est le cas. Le PDP 1 et PDP 2 sont déjà désignés comme patrimoine moderne. Donc, et puis, on avait derrière nous comme bagage plusieurs autres études, conditions de l'existant, toutes sortes d'études qui nous ont aiguillés à savoir ce qu'on allait faire avec Place du Portage 3.
Un autre fait important, c'est le processus désapprobation. Là, je l'ai mis en jaune ici parce que ça s'est échelonné sur plusieurs mois. Et puis, c'est vraiment un point critique pour l'acceptation du projet. J'en parlerai juste après. La période de conception qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps. Présentement, nous sommes en construction de la phase 1 depuis fin 2022 avec une fin vers octobre, l'automne 2025. Pour ensuite déplacer les utilisateurs de la phase 2 dans cette nouvelle phase et puis entamer la phase 2. Donc, c'est un projet qui se fait en 2 phases et puis il est habité en ce moment. Donc, gros projet, plusieurs millions de dollars, veut dire plusieurs parties prenantes et plusieurs paliers d'approbation. Donc, notre client à nous, c'est BGIS, qui est un opérateur de bâtiments dans la région, qui a comme client SPAC, qui est anciennement TPGC, qui occupe aussi les lieux. Donc, on peut penser que leur équipe d'experts, architectes, ingénieurs ont eu vraiment un droit de regard important sur tout le processus. Là, ils ont fait partie de toutes les étapes. La Commission de la capitale nationale, le bâtiment est positionné sur le boulevard de la Confédération. Donc, c'est auprès d'eux qu'on a dû aller chercher l'approbation pour la transformation de PDP3. Évidemment, le BIF qui avait émis l'énoncé patrimonial, et puis la ville de Gatineau, qui a été un joueur important aussi, dont on a dû tenir compte de tous les aménagements, modifications autour de PDP3. Là, vous avez vu un peu l'ampleur, c'est presque une ville intérieure, donc il était important de travailler avec eux. Et puis les services de transport aussi, OC Transpo, puis Société STO, parce qu'au cœur du projet, il y a vraiment un hub de transport public. Brièvement, à l'échelle du temps, c'est juste pour vous démontrer qu'on a approché l'équipe de la Commission de la capitale nationale dès août 2019. On était encore en conception, puis il y a eu plusieurs sessions avec eux pour une acceptation finale du projet en janvier 2021. Juste un petit retour rapide là, sur l'historique de Place du Portage. On peut voir que dans les 100 dernières années à peu près, il y a eu plusieurs études comme quoi on voulait faire participer la rive québécoise à toute l'activité de la colline parlementaire. On voit tous les rapports ici qui ont été émis. On retient la création de la Commission de la capitale en 1958, puis aussi un rapport Urbaplan qui est sorti dans ces années-là pour le développement du vieux hall, qui était le nom de la ville à l'époque. On peut voir à droite Plan Grébert dans les années 50 où on voit l'activité peut-être pointée, mais ça, c'est la colline parlementaire ici avec le Parlement qui est ici. Puis le projet de Gatineau, la rive de Gatineau avec notre projet de PDP3 ici. Les Urbaplans avaient préparé quelque chose qui s'est vraiment concrétisé. Donc, on peut voir la colline parlementaire. Dans l'image de gauche, on voit le core-to-core relationship, là, donc un développement bicéphale. Donc, la colline parlementaire, la fonction publique qui est là, Ottawa qui est là, et puis le pendant du côté du Québec qui s'inscrit de manière affirmée. À droite, on peut voir que déjà dans les années 70, il y avait PDP, Place du Portage 1 et 2 qui étaient déjà en cours de construction. Et puis, on peut voir le 3 et le 4 pour Place du Portage 3 et 4. On les appelle PDP3. Il y a beaucoup d'acronymes, on travaille en anglais, donc c'est plus rapide. Et puis, on peut voir le cercle au centre qui est vraiment le cœur du développement, qui se trouve à être la place d'accueil, qui porte toujours ce nom-là, qui est vraiment le point focal où toutes les circulations sont dirigées. Donc, actuellement, c'est des stations d'autobus qui sont en provenance de Gatineau et d'Ottawa pour desservir cette population qui est assez importante dans la région. Au niveau de la construction de Place du Portage, on voit 1 et 2 qui ont été construits juste avant le début de la phase 3 qui est montrée en rouge de 73 à 77 par les architectes David Boulva et Eddie Makopoulos. Et puis, on voit ensuite tout ce qui s'en est suivi. Et puis, tous ces bâtiments-là complexes gravitent autour des PDP, font partie vraiment du nouvel ensemble qui a été construit dans les années 70. Petite image aérienne pour vous montrer le positionnement de PDP3, ici, qui est vraiment à l'entrée de la ville de Gatineau. Donc, on a le pont Portage, on a le boulevard de la Confédération, sur lequel est flanqué l'ancien musée de la civilisation, je pense que c'est le musée d'histoire. Bref. Et puis, on voit que PDP3 vraiment occupe une place prépondérante avec le vis-à-vis aussi de la colline parlementaire. Donc, tout à l'heure, je disais boulevard de la Confédération,
on est sous la juridiction de la Commission de la capitale nationale. Donc, il est important de non seulement obtenir leur approbation, mais suivre certaines de leurs politiques en matière de transformation. J'en parlerai plus tard. Son voisinage, donc comme je le mentionnais précédemment, on a PDP 1 et 2 qui sont aussi désignés patrimoine moderne, qui sont à ce jour ont été conservés tels quels. Place du Portage 4 qui s'inscrit juste à l'ouest de PDP 3 qui est en jaune. Vous voyez qu'aussi le projet enjambe le boulevard de Maisonneuve. Et puis, en pointillé bleu, ici, c'est tous les circuits piétonniers intérieurs, passerelles qui permettent aux usagers de circuler dans tous ces espaces-là sans enlever leur manteau. Ils font ça de manière simple à l'intérieur. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. On voit la maison du citoyen puis l'hôtel de ville qui sont aussi liés à une autre passerelle, 2 passerelles aériennes ici qu'on voit. Là, donc, ça aussi, c'est lié. Sinon, en termes d'espace public, donc place d'accueil, Est et Ouest qui sont fonctionnels ici. On a la place Aubry qui est le lien avec Promenade du Portage, puis si on veut, l'ancien vieux hall. Puis le numéro 3, c'est un espace vert qu'on appelle le boisé, qui a fait partie de la transformation. Vous verrez plus tard des images. De l'autre côté, en vert pâle, c'est la bande riveraine et puis on a la rivière des Outaouais. Actuellement, il y a une piste cyclable qui rejoint ici un circuit. Et puis la Commission de la capitale nationale prévoit dans un ancien stationnement de l'usine Kruger un nouveau parc pour vraiment rendre accessible le bord de l'eau. Donc, dans notre transformation aussi, on a tenu compte du fait que ce nouveau lien-là, en fait, nos aménagements devaient d'une quelconque façon faciliter l'accès à la bande riveraine. Je le disais tout à l'heure, PDP 3, le plus imposant des PDP, mégastructure, on voit qui est composé de 6 tours. Du côté à l'ouest, on a les tours C, A, B et A, donc entre 8 et 18 étages. Essentiellement, les espaces de bureaux se retrouvent dans les étages supérieurs. Puis le tout est flanqué sur un podium opaque qui comprend 2 étages de sous-sol, un rez-de-chaussée où il y a tous les espaces mécaniques. Et puis on a le bâtiment pont, qui est le bâtiment D, qui est habité. Il y a 3 étages. Et en dernier lieu, il y a un stationnement souterrain en forme de T inversé de 3 étages qui est sous le boulevard de Maisonneuve et la rue Laurier, je pense qu'il y a 1800 places. Donc, tout ça, ça consiste en projet de PDP 3. Grosso modo, c'est environ 130 000 m² d'espace utilisable, donc 85 000 pour les bureaux. Le reste, ce sont soit des espaces publics, parce qu'il y a une coursive aussi qu'on aperçoit, là, qui est entre les tours et le podium, qui est une coursive publique qui relie toutes les tours ensemble et connecte avec tout le réseau dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, 85 000 m² en espace de bureau et le reste, ce sont espaces publics, espaces mécaniques, entreposage et tout. Donc, sachant que le projet se faisait en phase aussi, pour nous, de conserver les espaces mécaniques au rez-de-chaussée, c'était un incontournable. On se devait de conserver ces espaces-là, sachant aussi que les tours verticales, qui sont soit des puits mécaniques ou des escaliers dessus, amènent tous les services électromécaniques aux étages. Patrimoine moderne. Donc, on a reçu, en fait, le rapport du BIF, mais avant même cela, l'équipe de professionnels, on a travaillé avec plusieurs consultants en patrimoine, dont Mme Van-Latem. On a eu l'honneur de travailler avec Mme Van-Latem sur le projet. Et puis, je pense qu'on a collaboré avec plusieurs personnes, à la fois du côté de BGIS, qui avait leur consultant en patrimoine, du côté de SPAC aussi. Chez nous, on avait Mme Van-Latem avec 2-3 personnes, 2 autres sources qui ont vraiment regardé de plus près quels éléments caractéristiques formaient le patrimoine moderne de PDP 3. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Ensuite, l'énoncé du BIF est arrivé par la suite. Et puis, mais pour amorcer la transformation, puis déterminer un peu la nature puis l'ampleur des interventions qui étaient possibles ou jugées acceptables, on a vraiment, en termes de réflexion, on s'est basé sur les guides et normes qui sont disponibles de Parc Canada, là, donc pour les lieux patrimoniaux du Canada puis la réhabilitation durable. À partir de cela, on a imaginé, quand je dis on, je regarde Mme Van-Latem parce que c'est en majeure partie son travail, mais on a imaginé composer une matrice pour, si on veut, confronter les valeurs patrimoniales de l'époque avec des valeurs contemporaines.
je vais revenir sur le sujet parce que les valeurs contemporaines, il y en avait beaucoup d'impératifs auxquels on devait se conformer pour la transformer, pour que ce soit une réussite. Donc, je passe rapidement, mais ce qu'on comprend, c'est que dans le rapport, il y a toutes sortes, j'imagine que vous êtes familier avec ça ou que vous en avez déjà regardé, mais il y a toutes sortes de descriptions. Il parle de toutes les échelles. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que nous, ce qu'on a regardé de plus près, c'est les éléments caractéristiques qui venaient à quatre échelles. Donc, à l'échelle du paysage, à l'échelle urbaine, l'architecture extérieure et l'architecture intérieure. C'est ce qu'on a regardé de plus près. Et puis, ce qui se détachait vraiment comme élément principaux en termes d'échelle paysagère, c'était vraiment la silhouette des tours en gradin et puis vraiment sa présence, sa signature dans le paysage et puis le vis-à-vis avec le Parlement. C'est quelque chose de très important. Le fait aussi que PDP3 soit perçu comme un point de repère dans la ville, à la fois du côté de Gatineau, mais du côté d'Ottawa. Au niveau de l'échelle urbaine, bien évidemment, toute la planification concentrée autour de la place d'accueil qui est le hub de transport. Donc, à l'entrée de la ville de Gatineau, ça constitue un autre élément assez important au niveau patrimonial. Et puis, donc, le lieu et le cadre. Évidemment, à l'échelle de l'architecture, on peut remarquer la mégastructure avec la composition tripartite avec les tours, en flottaison, le podium, il y a des éléments exposés au niveau de la circulation, la coursive principale, puis la palette de matériaux, béton, bois et verre. Les intérieurs aussi sont assez intéressants. On peut voir qu'il y a un grand atrium qui est derrière les tours AB, les tours les plus élevées, qui est relié à la coursive principale dans lequel, c'est l'image de gauche, là, on voit il y a plein de paliers, il y a plein de végétation. Ça, c'est un élément très caractéristique. À l'image à droite, c'est l'ouverture, les espaces de travail à air ouvert. Déjà, il y avait une trame structurale de 9 mètres par 9 mètres qui permettait d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de lumière. On remarque aussi les bandeaux, la fenestration en bandeau qui donne vraiment un point de vue imprenable sur la rivière des Outaouais puis l'Ottawa. Il était question aussi d'intégration d'œuvres d'art du 1 %, donc dispersées à l'intérieur et à l'extérieur. On a plusieurs œuvres d'art qu'on voulait maintenir. Dernière couche, c'est la mobilier intégré en béton, un exemple de la signalisation qui font partie des éléments caractéristiques au niveau du patrimoine. Une petite esquisse de l'atrium qui ressemble drôlement à l'atrium du pavillon Judith Jasmin. Hein, c'est le même architecte, là, voilà. Mais il y a beaucoup de similitudes. Puis vous allez voir. Oui, oui, effectivement. Et puis, donc, c'est juste pour vous montrer que on a conservé l'essence de l'atrium. Gérardo va vous montrer ça plus tard. Je reviens rapidement sur la méthodologie en termes de notre base de travail pour composer la matrice. Donc, les lieux patrimoniaux du Canada, évidemment, ce qu'ils nous disent, c'est pas enlever, pas remplacer, modifier des éléments, mais en termes de patrimoine ancien, c'est assez clair, mais patrimoine moderne, il y a un petit peu de flou. Donc, c'est pour ça qu'on a formé la matrice pour essayer de mieux contenir ou évaluer où on pouvait se permettre de remplacer des choses. Et puis, les lignes directrices pour la réhabilitation durable qui sont de dire essentiellement qu'il faut penser à la durabilité de l'environnement. Donc, dans notre cas, on s'est servi de ces éléments-là, mais aussi, je pense que l'approche participative et puis toute la collaboration avec toutes les parties prenantes a vraiment fait en sorte qu'on nous en sommes arrivés à vraiment à prendre des directions ou des décisions avec lesquels tous étaient à l'aise, en ayant toujours en arrière-plan la question de conserver un maximum du patrimoine de ce complexe-là qui est quand même très intéressant. Donc, la fameuse matrice, les valeurs patrimoniales, on en a parlé tout à l'heure, les éléments caractéristiques. On a ajouté à cela des illustrations, photos. Il y a beaucoup de recherches qui a été fait, leur état de conservation et puis les intentions originales du projet, que ce soit au niveau des plans d'urbanisme, Grébert, blabla, ou bien même au niveau des intentions des architectes. On a aussi évalué quels étaient les problèmes, soit fonctionnels et techniques avec ces éléments-là. Puis ça, c'était fait suivant les 4 échelles. Donc, toujours paysage, urbain, architecture, extérieur et intérieur. Ensuite de ça, on a développé les valeurs contemporaines. Et puis, développer, c'est-à-dire qu'on avait comme exigence de la part du client de répondre à plusieurs demandes qui ont vraiment étaient des exigences très fermes. Donc, évidemment, il fallait se conformer aux codes et normes actuels.
pour rendre le bâtiment conforme. Toute la programmation au niveau du client, donc SPAC. Donc, que ce soit en termes d'espace public, espace de travail, il y avait quand même modernisation des espaces de tout genre. Il y avait des cas spécifiques. Il fallait vraiment tenir compte de tout ça pour, même s'il y avait le patrimoine. Développement durable, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Accessibilité universelle, oui, dans ce cas-ci, on peut comprendre que c'était pas un bâtiment, c'est un complexe qui était axé sur l'automobile. On arrive en 2020, puis hop, c'est le piéton qui prend toute la place. Donc, il y a eu beaucoup de challenges à ce niveau-là. Puis même au niveau de la mobilité, il y a des choses qui s'en viennent, qui ont été discutées avec la ville de Gatineau pour vraiment rendre ça un petit peu plus poreux et non plus considéré comme PDP3 comme un obstacle entre la ville puis la bande riveraine. Puis ça rejoint un peu l'acceptabilité sociale en ce sens où on peut s'imaginer que dans les années 60-70, le tissu du vieux hall a été complètement démoli. C'est sûr que c'était en déclin, mais ça a été remplacé par ces immenses complexes-là à une autre échelle. Ils n'avaient pas la cote. Hein? Donc, il était question de retrouver, de reséduire la ville de Gatineau pour leur dire, écoutez, on est capable de rendre ça, de faire du bon travail dans la transformation, de garder l'essence, mais aussi d'améliorer le dialogue avec la ville pour que les citoyens puissent se le réapproprier puis l'aimer. Un exemple, sur les grands points là, des éléments de la matrice, donc les éléments caractéristiques, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la silhouette en tour, par exemple, au niveau du paysage, au niveau urbain, le fait que ce soit comme une méga structure, là, comme un ensemble, une ville intérieure, un peu comme Bonaventure. Au niveau de l'architecture extérieure, ben, je pense qu'on ne peut pas passer entre l'item, la composante tour en flottaison avec les éléments verticaux qui viennent scinder la volumétrie avec les angles. Et au niveau de l'architecture intérieure, on voit que les planchers sont... Il y a d'autres éléments caractéristiques à l'intérieur aussi, comme la poursuite des noyaux d'escalier ou de puits de technique qui se poursuivent aussi à l'intérieur avec le même matériau. Les blocs, les noyaux d'ascenseur aussi sont sont finis avec une brique qu'on retrouve partout dans l'atrium. Donc, ces éléments-là ont été aussi conservés dans la transformation parce qu'ils étaient vraiment des éléments assez forts et leur présence était souhaitée vu qu'il y avait un lien extérieur-extérieur. La matrice, grosso modo, ça peut paraître simple, mais il y avait beaucoup de choses qui ont été mises à l'intérieur de ça. C'est un document qu'on a complété pour tous les axes et puis qui a été déposé auprès du BIF, auprès du client, qui a été en quelque sorte approuvé avant qu'on passe à l'action. Un exemple, par exemple, sur l'architecture extérieure, donc les tours en contradiction, l'opposition avec les tours en flottaison. On voit juste un exemple de comment ça a été rempli. L'état de conservation. Bon, le geste, l'intention, elle est intégrale, authentique, mais évidemment, toutes les composantes, quand on pense aux panneaux de béton préfabriqués, aux panneaux de verre avaient atteint leur fin de vie utile. Et puis, la superficie du verre, et puis les problèmes techniques, les ancrages n'étaient pas appropriés, les épaisseurs de panneaux de béton préfabriqués laissaient se dégradaient, montraient les barres d'armature, des choses comme ça qui ont été décelées par nous, mais aussi par plusieurs études antérieures qu'on a amorcé le projet. Un autre exemple au niveau de la tectonique du bâtiment, le travail des panneaux de béton préfabriqués avec une certaine profondeur qui amenait un jeu de lumière et d'ombre assez intéressant. Donc oui, c'était bien, mais le matériau en tant que tel était assez dégradé en fin de vie. Et puis, le choix du verre clair à l'époque. Aujourd'hui, on veut rejoindre des objectifs de performance énergétique élevés, mais il faut travailler avec des verres doubles et des verres triples. Donc, on perd un peu de cette transparence-là, mais on ne perd pas l'idée d'avoir une fenestration. Alors, je vous ai présenté en gros un peu le travail qui a été fait au niveau du patrimoine. Voici, Gérardo va vous montrer un peu comment tout ça s'est rendu jusque dans la transformation. La transformation. C'est sûr que ça que je vais vous montrer, c'est le résultat de plusieurs années, de plusieurs tests. Ce n'est pas la première chose qui sort. Et puis, il a fallu faire beaucoup de négociations, beaucoup d'allers-retours avec toutes les parties prenantes. Et puis, c'était un projet assez difficile à travailler, mais je pense qu'on a réussi à bien passer l'idée. Et bon, il y a ces points-là, c'est la perception, la visibilité, l'accessibilité, la mobilité, la conservation des patrimoines modernes, la signature de l'architecture distinctive et le développement durable.
qui nous a guidés. Ce sont les éléments que nous avons dit, OK, c'est ça les principes qu'on va faire passer dans tout le processus de transformation du projet. Effectivement, comme Mélanie vient de dire, une chose très importante, c'était l'accessibilité et puis de prendre les valeurs d'avant. C'était un peu différent des valeurs d'aujourd'hui. Comme tu sais, c'est la mobilité au niveau de l'accès universel, mais aussi la perméabilité du projet et la relation qui existe avec son contexte urbain. Et bon, ça, c'est une des premières, ça sort un peu différent dans l'écran, mais c'est pas grave. C'est des premières interventions importantes que nous avons faites, c'était la perméabilité, le percement du podium. On comprend, on a respecté tout le temps l'idée tripartite, c'est le podium, le volume en escalier et aussi les éléments verticaux. Ça restait jusqu'à la fin. On n'a pas modifié cet aspect important du paysage et aussi de la silhouette. Mais au niveau de rez-de-chaussée, c'est ça que nous avons commencé à dire. Il faut faire un projet perméable et avoir l'accessibilité aussi universelle, permettre que les gens puissent rentrer plein pied. Parce qu'actuellement, tous les projets, c'est un podium et il y a tout un étage mécanique, tout complètement aveugle. Il n'y a pas de relation avec le contexte. Ce n'est pas des éléments qu'aujourd'hui on pourrait voir dans une ville quelconque. L'entrée principale. C'est sûr qu'ici, on voit l'entrée principale, c'est ça l'entrée principale actuelle. C'est sûr qu'on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Et l'autre chose, c'est pour franchir cet escalier-là, ça va être difficile pour tout le monde. Puis c'est une des valeurs qu'on avait commencé à dire, il faut qu'on fasse une perméabilité de rez-de-chaussée. Chose importante, c'est l'exposition de tous les éléments structuraux à la partie basse. Il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau de béton qui est en train de tomber en différents morceaux. Ils sont protégés, comme vous voyez, ça c'est tout protégé. Et puis il a fallu faire aussi une intervention que je vais vous montrer tantôt. Première intervention, ça à droite, à ma droite, à votre gauche, c'est l'état existant. C'est-à-dire qu'il y a tous les podiums qui est surélevé, il n'y a pas de possible connexion pour les piétons. C'est ça la première intervention. On fait une démolition qui rentre et puis qui fait un élément traversant. Pour aussi mettre en valeur toutes les puits de lumière et puis les perspectives qu'on a vues tantôt, c'est de garder l'esprit à l'intérieur, mais aussi de faire une pénétration dans les bâtiments pour permettre les gens de profiter les traverses et puis la perméabilité encore une fois. Ça, mettons ici sur ce côté-là, c'est la rue Laurier. De l'autre côté, ça serait le côté de place d'accueil. Une petite close-up de qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on a fait toute une intervention pour dégager toutes les rez-de-chaussée en permettant l'accessibilité de tout le monde. On voit la différence, qu'est-ce que c'était avant. Et puis aujourd'hui, il a fallu faire aussi l'importance d'une entrée et puis de protéger le public et aussi d'avoir une présence sur la rue qui devient un élément d'accueil. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a fait une descente pour couvrir les éléments de béton qui étaient exposés à l'extérieur. Il a fallu faire ça. On n'était pas capable de venir changer la dégradation qui est déjà intégrée à l'intérieur de toutes les structures de béton parce que toutes les craques, il y avait déjà des problèmes d'infiltration d'eau, etc. Et ça, c'est la première intervention de créer une grande entrée plus perméable. Ça, c'est à l'intérieur. Une fois qu'on rentre, on garde tout l'esprit à l'intérieur. Autant que les bétons, les éléments des blocs de béton architectural à l'intérieur, les puits de lumière et tous les éléments, ils sont la plupart du temps conservés et gardés à son intégrité la plupart du temps. Et il y a des rénovations aussi à l'intérieur, mais on comprend bien l'accessibilité et puis la traverse d'un côté à l'autre du complexe. Un autre élément aussi, c'est les coins sur Maisonneuve, ici. On avait aussi la possibilité de créer un autre point d'entrée. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce point d'entrée aussi? Parce que éventuellement, il va y avoir tout un projet urbain à la grandeur de Laurier du côté ouest, c'est ça, parce qu'il y a tout un aménagement avec une trame qui vient avec l'STO et aussi plein des autres éléments. Et puis, c'était l'opportunité d'avoir une nouvelle entrée aussi de ce côté-là. Sinon, il a fallu que les gens y rentrent, qu'ils montent et après ça, traverser les ponts.
et puis descendre de l'autre côté. Puis comme ça, on a créé deux ports d'entrée importants qui desservent pour les piétons. Et puis, encore une fois, pour la perméabilité. C'est ça la situation actuelle. On n'avait pas d'entrée, il n'y avait pas une possibilité de franchir cette mur de mécanique complètement aveugle. Et puis, c'est ça la nouvelle intervention. On a dégagé les coins et aussi on a créé une perméabilité pour permettre de passer à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a des escaliers, bien sûr, et aussi des ascenseurs qui permettent de servir l'accessibilité universelle. Bon, ça, c'était la première intervention importante. L'autre chose, c'est aussi la ceinture de verdure. Actuellement, dans tous les sites, toute la rue Laurier, il n'y a pas grand aménagement du paysage, aussi non plus pour les trottoirs. Puis ça, c'était de recréer une façon de venir ajouter une qualité sur l'aménagement extérieur, l'aménagement paysager, en verdissant tous les contextes et tous les corridors à l'extérieur. C'est une grande loupe qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est toute la loupe qui devient plus l'élément vert, qui fait la jonction aussi avec les parcs en face et avec les Kruger, et puis ça continue dans toute la séquence de la rue Laurier. C'est sûr que bon, on a recréé cette image, c'est une nouvelle image dans laquelle on voit plus des éléments de végétation qui viennent créer tout un aménagement au niveau des trottoirs pour créer une ambiance beaucoup plus amicale, humaine à l'échelle du piéton. Et encore une fois, c'est la situation avant, le paysage. Surtout, cet espace se trouve dans cette qui s'appelle le Boissé. On a fait une intervention qui vient de ce côté-là, mais finalement, c'est toute la relation qui, effectivement, il vient recréer une relation beaucoup plus amicale, plus humaine, puis pour les piétons, pour recréer la possibilité d'avoir plus de végétation, des bancs au long de cette rue qui n'existe pas encore, mais c'est ça la nouvelle relation. Ça, c'est du côté où on commence à faire la pente à l'intérieur de cet espace boisé, où on a un possible aménagement futur. Et puis de l'autre côté, c'est l'entrée qu'on a créée pour créer aussi une certaine perméabilité en faisant des éléments de percement sur les podiums pour créer une relation d'interaction avec l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est la situation existante. Et aussi des autres éléments qu'on a modifiés, c'est des escaliers qui ont monté, mais finalement, les gens, ils montent et parfois, ces escaliers, comme on voit ici, ils sont fermés en bas, en haut, et puis quand les gens ils arrivent là, dans cette espèce de terrasse, il n'y a pas de possibilité de rentrer, c'est comme des cul-de-sac, et puis c'est des espaces qui deviennent plus sombres à la limite, et puis ce n'est pas non plus des espaces trop intéressants pour les gens, surtout les soirs, ça devient des lieux plus dangereux à la limite. C'est la situation actuelle. Et puis, c'est ça notre nouvelle intervention, c'est aussi d'aménager plus de végétation, de faire des espaces pour les piétons, de créer une vraie rue, un boulevard urbaine qui devient plus amicale, qui devient plus intéressante pour que les gens puissent utiliser les trottoirs. Bon, maintenant, on tombe sur les concepts de façade. Ça, c'est un peu la grande aller-retour, c'est ça qu'on a travaillé énormément pour arriver avec une nouvelle enveloppe. L'enveloppe, c'est sûr qu'il a fallu répondre, comme disait Mélanie, à différentes questions concernant les codes, les performances énergétiques, très importantes. La durée de vie des matériaux, on comprend que toute l'enveloppe existante, c'était à terme, hein, tous les ancrages, les éléments de béton à l'extérieur, il y avait des infiltrations et puis ça ne répondait pas non plus à la performance nécessaire énergétique demandée pour le développement durable, entre autres. Ben, on garde toujours les mêmes principes. C'est le podium. La verticalité des charpes de ventilation ou des charpes des escaliers qui sont partie intégrante de ce complexe. Et puis finalement, l'enveloppe. L'enveloppe, c'est les grands volumes qui répondent aussi à la silhouette et aussi à certaines horizontalités parce qu'on comprend bien que les éléments de béton, des charpes, de circulation verticale, ça donne cette verticalité, mais finalement, l'enveloppe
avec des éléments horizontaux, c'est ça qu'on a dit, OK, c'est ça qu'il va falloir qu'on garde dans toutes les interventions qu'on fait. Ça, c'est juste 3 exemples que je vous montre pour les différentes possibilités qu'on avait et qu'on a abandonné quelque part au cours de l'étude. À gauche, c'est l'intégralité. On garde tel quel. Mais c'était vraiment une étude très approfondie avec plein d'intervenants, des ingénieurs en structure, avec toutes les différentes, toute l'équipe que nous avons finalement dit que ce n'est pas possible, c'est irréalisable de garder tel quel. On n'était pas capable de garder tel quel. Et puis on a dit, ben, on va réinterpréter. Et finalement, on a dit, mais c'est pas semblable, ça n'a rien à voir. C'est comme une réinterprétation avec la nouvelle matérialité. Finalement, on a dit, non, mais on a abandonné ça. Après ça, à droite, on a dit, OK, complètement l'innovation. Mais ça non plus. Finalement, on est resté entre on a mis ça dans une espèce de système dans lequel on a tout récupéré dans l'ensemble. Et puis, c'est ça le résultat final que je vous montrais tantôt. Ça, c'était, bon, les volumes, on avait pensé, ça, c'est une vision un peu conceptuelle. C'est les volumes, on garde les volumes, c'est comme une espèce de canevas. Qu'est-ce qu'on fait avec les canevas? Parce qu'on va garder cette espèce de volume qui devient comme un escalier. Et après ça, on a dit, ben, on a besoin d'avoir, bien sûr, la vision vers l'extérieur. On garde les bandes horizontales, on va mettre le vert. Et après ça, on a dit, ben, c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est l'horizontalité, absolument. Parce que c'est une des parties importantes dans la conservation ou dans la réinterprétation de ce patrimoine. Puis on a réintégré les éléments horizontaux. Et après ça, on a ajouté une autre chose, c'était les mouvements. Ça, c'est une vision de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce que c'est notre réinterprétation de cette enveloppe. Mais aussi, c'était pour répondre à différentes choses, comme, entre autres, ça, Mélanie va vous expliquer plus tard. C'était des bandes verticales composées avec des verres de polyalacide pour ajouter une autre couche à l'extérieur. C'était pour répondre aussi à Birds Friend, c'est toute la question des oiseaux. Parce que ça, c'est des bandes qui s'étaient pensées. Au début, il a fallu faire des petites dots, des points, qui c'est à 54 mm par 54 mm. Il y a toute une étude de composition qu'il faut respecter, mais c'était pensé plus avec des bandes verticales pour donner un certain mouvement sur la façade. Cette façade-là, c'était aussi réinterprétée à partir de quelque chose que nous avons en plein face, c'est les chutes de la chaudière. C'est les chutes de la chaudière qui nous a inspiré pour faire cette espèce d'alignement vertical et pour donner le mouvement à la grandeur de la façade et pour donner aussi un certain caractère uniforme. Et c'est ça qui donne un peu avec les premiers rendus que nous avons commencé à faire, c'est les bandes horizontales toujours qui répartissent entre chacune de ces tâches, les bandes verticales qui se composaient avec une certaine minéralité. Je vais vous expliquer ça aussi tantôt. Et quand on voit au niveau des piétons, c'est ça l'autre chose, c'est qu'on comprend bien les lignes horizontales. Et bon, c'est ça un peu le résultat de la façade qui donne. C'est sûr qu'on garde la partie du podium plus perméable d'abord. On vient découvrir une partie des éléments de structure qui se sont exposés. On garde tous les éléments verticaux composés de matériaux plus minéraux. Au début, c'était pensé de venir rechercher un matériau exactement comme c'était, mais c'était aussi impossible de trouver tous les blocs. Et la faisabilité aussi au niveau des main-d'œuvre. C'est-à-dire que ça, c'est un travail colossal, que c'est difficile de retrouver des gens qui vont aligner un bloc de béton de haut en bas comme c'était fait à l'époque. OK? Et bon, ça, je parle maintenant des chapes verticales, c'est composé de nouvelles matérialités qui répondent aussi à l'ancienne forme, figure et les profils de tous les blocs qui s'étaient faits à l'époque. Mais c'est composé avec des panneaux de béton de GFRC. Qu'il a fallu faire ça aussi parce que le béton, je ne sais pas si vous connaissez ça, le béton GFRC, c'est un béton qui est composé avec de la fibre de verre qui devient moins lourd que les bétons, des panneaux de béton normal. Des bétons hydrauliques, c'est très lourd.
Et ça, il est moins épais et ça nous permet aussi d'ajouter éventuellement l'isolant à l'intérieur de cette composition pour aider aussi à la performance globale de tous les bâtiments. Et c'est sûr qu'il a fallu comparer avec les mêmes profilages que c'était avec les dessins à l'époque, c'est-à-dire que cette espèce de channel qu'on voit dans les dessins. OK. Et finalement, c'est aussi de travailler avec ces éléments verticaux et puis des panneaux de béton de plus grande surface qui est aussi facile ou plus rapide quelque part à monter dans l'ensemble de tous les bâtiments. Plus léger qui répondent aussi à des questions sismiques, des ingénieurs, renforcement de la structure, pas très lourd, etc. Bon, après ça, j'espère que ce n'est pas trop rapide. J'ai fait tout survol des choses. Après ça, bon, il y a l'entrée de la ville. On comprend bien que depuis le début, quand on a vu les projets à l'époque, c'était la place d'accueil, les hubs de tout le complexe de PDP, PDP3, PDP1, PDP2, etc. Puis, il y a les ponts qui est aussi l'élément de connexion avec les piétons, mais aussi pour l'accès véhiculaire. Parce que ça débouche sur les ponts de portage. Puis c'est là la porte d'entrée qui donne après pour Gatineau. Ça, c'est la condition de l'entrée des villes avant, c'est l'existant. On voit bien un peu comment est-ce que toutes les voies de circulation ils passent en dessous de ces ponts. Et puis, c'est les premiers éléments d'accueil quand tu traverses les sites. Ça, c'est la nouvelle version avec l'enveloppe qu'on propose. Mais aussi, ça, c'est partie d'un travail que nous avons fait parce qu'il a fallu aussi respecter le travail de verre à l'acide pour les oiseaux, surtout dans cette partie-là, parce qu'on comprend bien que les oiseaux, selon les études, il faut protéger plutôt dans les premières 16 mètres. C'est dans les premières 16 mètres que les oiseaux ils se trompent parce qu'ils pensent qu'il y a des arbres et ils frappent les vitrages. C'est dans cette partie-là, c'est pour ça qu'il a fallu aussi respecter et puis intégrer partie de verre à l'acide. On avait fait plusieurs études, encore une fois, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans cette mur-là. Il y a des travaux que nous avons fait avec les autochtones, avec nous autres. Finalement, on a trouvé une idée qui s'appelle l'aurora boréale. Cette idée-là, c'était une façon de recréer la vision que tout le monde profite. C'est une vision plus universelle. Ce n'est pas pour les Canadiens d'un côté, pour les francophones, c'est pour tout le monde. C'est une vision comme une espèce d'élément qui ressemble à tous les Canadiens, la nordicité quelque part. C'est pour ça qu'on a tombé sur cette idée d'aurora boréale. Ça nous ressemble à tous, tout le monde les voit. On est vraiment... C'est quelque chose qui nous ressemble hein, d'une façon un peu plus ésotérique. Hein. Mais c'est ça l'idée. Et puis, c'est un travail qui s'était fait avec les verres à l'acide. Puis les jours, ça devient un élément très subtil. Ça devient un élément très subtil, plus presque inaperçu. Mais le soir, ça devient un autre élément parce qu'il y a une mise en lumière de façon aussi très subtile, qui permettent aussi de mettre l'enfant sur la nouvelle façon d'avoir l'accès à la ville. Et puis, ça aussi, c'est partie de toute une plan d'ensemble, d'une mise en lumière de tous les complexes pour éviter une certaine pollution, bien sûr. Tous les éléments d'éclairage le soir, c'est aussi pensé. C'est partie de tous les programmes de mise en lumière de la Commission de la capitale nationale. Et bon, tous les éléments de lumière, c'est sûr aussi, c'est pour mettre en valeur toute la partie du podium. Le podium, c'est l'élément qui fait, encore une fois, le soir, de venir donner une flotation sur les volumes, mettre l'accent sur le podium, les éléments verticaux aussi. Et puis, c'est ça une partie de l'ensemble d'une vision de la mise en lumière globale. Comme ça résume un peu les interventions. J'espère que c'était clair. On retombe sur nos deux pattes, puis on parle plus de technique, de performance énergétique, juste pour terminer. Mais Gerardo, juste une petite correction sur... On n'a pas travaillé avec des Autochtones à proprement dit, mais on a travaillé avec un bureau d'architectes autochtones, Touro, pour essayer d'ajouter la couche, en fait,
dans les intérieurs et à l'extérieur, dans la mouvance de la réconciliation. Là, on a un peu raccourci le processus, mais au moins, on a des discussions avec des architectes autochtones et le client pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour ajouter cette présence-là. Donc, l'aurore boréale a été le fruit d'une discussion avec ces gens-là. Et puis, dans le boisé aussi, il était question d'instaurer des essences indigènes aussi pour retrouver un boisé un petit peu plus organique, si on veut. Donc, au niveau de la performance du nouveau mur rideau, et comme Gérardo le mentionnait, malheureusement, il n'était pas possible de récupérer aucun élément de l'enveloppe existante. On s'est plutôt tourné vers un mur rideau, en anglais unitized, donc un système de mur rideau préassemblé, fabriqué en usine, où la production est plus rapide, où le contrôle qualité se fait à l'intérieur et est plus simple aussi, sachant qu'on avait un projet qui se faisait en 2 phases, on avait des enjeux de calendrier, évidemment. Donc, on s'est tourné vers cette technologie-là. Puis, on voulait vraiment travailler très, très fort sur le détail architectural qu'on voit ici en coupe, qui représente ou reproduit un peu le travail des panneaux de béton préfab à l'époque. On aurait pu se tourner vers quelque chose, la coupe de gauche, c'est vraiment juste appliquer sur des meneaux des éléments qui en saillie. On perdait beaucoup de profondeur. Donc, on a travaillé aussi avec un consultant en enveloppe de bâtiment pour aller chercher l'effet souhaité, puis en arriver à la 3e coupe où on ne perdait pas trop au niveau performance, mais visuellement, esthétiquement, on arrivait à créer, à renforcer, vraiment retrouver l'esprit du bâtiment original dans son horizontalité. Il y a toute une question des recherches qui ont été faites pour la gestion de l'eau et de la glace pour s'assurer que ça ne devenait pas des tablettes pour les oiseaux, pour que la glace s'accumule. Donc, ça a été, il y a beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Et puis, sachant aussi que c'est des panneaux qui sont préassemblés, il y a toute une complexité autour de ça. Ce n'est pas un produit de mur rideau dans une tablette, comme on dit, ou dans un catalogue. Donc, ça a été vraiment beaucoup de travail. Au niveau de la performance énergétique des verres, c'est important de mentionner, vu qu'on est un projet qui était approuvé par la Commission de la capitale nationale, en plus du plan d'illumination dont Gérardo nous entretenait, il y avait aussi une politique qui n'est pas en application au Québec, mais en Ontario, par exemple, c'est le cas, une politique sur la gestion pour réduire les collisions des oiseaux sur les façades. Donc, dans tous les parcs au Canada, Parc Canada exige qu'il y ait des marqueurs visuels qui doivent être mis sur la face extérieure du verre pour vraiment matifier. Parce que les oiseaux, ce qu'ils voient, c'est la réflexion. Donc, dans notre cas, on s'est servi du motif architectural, du mouvement des chutes de la chaudière pour dissimuler ces marqueurs-là qui sont en face 1, puis on a utilisé la technologie du verre dépoli à l'acide parce que ça nous permettait de positionner nos pellicules Lowy le plus près du mur extérieur puis gagner en performance énergétique. Donc, plus de confort à l'intérieur, moins de systèmes électromécaniques en gestion de la climatisation, surtout gestion de la chaleur. Donc, vraiment, pour la performance, la qualité optique aussi, puis la fameuse matrice anti-collision. Donc, ça, c'était vraiment une règle auquel on devait se conformer dans les étages inférieurs pour la gestion des oiseaux. Mais finalement, on l'a appliqué à la grandeur du complexe parce que c'est à travers ce motif architectural qu'on a pu le faire. Amélioration du mur rideau, on voit la coupe avec la coupe en rouge, la condition existante. Donc, ce n'était pas vraiment un mur rideau à l'époque, c'était vraiment des panneaux de béton préfab qui étaient accrochés sur les dalles, sur lesquels étaient déposés des bandeaux de fenêtres. Donc, si on avait pensé garder les panneaux de béton préfabriqués, ajouter des fenêtres, on avait pensé à ajouter des fenêtres triple verre, donc qui était un poids supplémentaire au niveau des ancrages, des charges. C'était toute une autre paire de manches. Donc, on a exclu ces options-là dès le départ. Mais ce qu'on remarque, essentiellement, c'est qu'on a gardé le même ratio d'ouverture, plus ou moins 50%. Et puis, on est arrivé derrière, dans nos panneaux tympans, à avoir une bonne performance thermique. Et puis, de manière générale, arriver à réduire les capacités aussi des systèmes électromécaniques. Parce que la grande façade qui est sur l'Laurier, c'est une façade France-Sud. Donc, on voit sur les photographies, il y a un jeu de stars toujours là, qui se produit. Ils ferment les stars, c'est trop chaud. Donc, on voulait réduire les gains de chaleur de cette façon-là. Mais il y a aussi des stars qui sont ajoutés, mais cette fois-ci, ils sont gris. Donc, on ne les perçoit pas. On arrive plus à percevoir
le jeu de bandes en verre dépoli, qui vraiment n'est pas une sérigraphie. Là, quand on regarde ici, la place des festivals, le Balmoral qu'on a fait, par exemple, c'est vraiment une sérigraphie. Et c'est sur la phase 2. C'est sur la phase 2. Le verre dépoli, on va le voir dans les échantillons, c'est vraiment juste la surface du verre avec un procédé chimique qui est matifié. Donc, tout dépendant de l'angle dans lequel on se trouve, des fois, on le voit presque pas, puis des fois, il devient presque blanc. Donc, pour l'usager aussi du côté intérieur, c'est pas troublant, là, visuellement fatigant. On a fait plein d'essais aussi avec le client pour s'assurer que ce n'était pas un enjeu. Donc, je reviens au mur rideau personnalisé. Évidemment, ça veut dire plusieurs visites en usine, l'assemblage pour s'assurer. C'est comme un jeu de Lego, hein? Tous les morceaux arrivent en pièces détachées, puis ils assemblent ça. Donc, c'est quelque chose. Donc, on est allé sur place s'assurer que tout était conforme. On a fait des essais de performance aussi, parce qu'on n'avait rien. C'est un produit qu'on a créé de toutes pièces. Donc, chez UL à Varennes ici, on a eu un exemple du mur rideau. Plusieurs semaines de tests étanchéité à l'air, à l'eau, toutes sortes de choses. Mouvement, donc tout ça est derrière nous. Et puis, ça a bien fonctionné. Dernière chose, on a jugé aussi très, très, très important d'avoir des échantillons grandeur réelle. Là, on voit l'image de gauche, on voit l'avant, l'après. On voit aussi les bandes verticales. On voit l'élément horizontal dans lequel aussi il y a des petits... on a travaillé ce projet-là en anglais. On a des petites fines, si on veut, des petits éléments verticaux ici qui étaient présents à chaque 3 mètres dans la façade existante, qui était en fait le système de rail pour le nettoyage des vitres. On a voulu de petits clins d'œil comme ça pour ramener, si on veut, plus de détails dans la façade. Et puis, ça accroche la lumière, ça crée une petite ligne d'ombre. Okay. Ça se replace à l'endroit parce qu'il y a des façades dans lesquelles c'était à chaque 2 baies de fenêtres. Il y a des autres dans lesquelles c'est place à 3 baies. Donc, dans ce cas-là, c'est à chaque 2 baies. Et puis, c'était reproduit, c'était placé dans la même place. Pour donner une certaine réintégration de cette espèce de petite bande verticale. Vous les voyez ici, là. Alors, ça, c'est notre nouveau mur rideau. On voit, ça, c'est les panneaux tympans avec une coloration plus foncée où on essaie de minimiser l'effet blanc-noir comme ça, là. On voit les stars qui sont de la même couleur que les... Donc, ça fait quelque chose d'un petit peu plus uniforme. Des photos du chantier qui ont été prises fin mars. Donc, le mur rideau est installé en partie autour de la phase 1 des tours C. Donc, ça vous donne un peu... c'est assez fidèle au rendu 3D qui ont été réalisés. Donc, on est bien content du résultat. Et puis, c'est ça. Donc, une fin vers 2025 pour cette première phase-là. Je ne sais pas si on a le temps pour un petit vidéo. Ça dure 1 minute, mais c'est essentiellement, c'est la fin. Je lance la fin. C'est long parce que on a travaillé avec un gérant de construction, donc la mise en œuvre, la préparation a duré beaucoup, beaucoup de temps. Donc, la première minute, il ne se passe pas grand-chose. On voit que la phase 1 où il y a des cartons ou dans les fenêtres, c'est la phase qui est attaquée. Toute la démolition intérieure, ça, c'était géré par une autre entreprise. Ce n'était pas dans notre mandat. Ça, c'est, j'imagine, l'hiver qu'on vient de passer. On voit... les toitures, le pont qui est démoli au centre, ici. Puis on voit toute l'enveloppe des tours C est démolie, puis on va commencer à voir apparaître l'installation du rideau bientôt. Mais en parallèle avec tout ça, il y a tous les éléments de l'immeuble de base à l'intérieur. Donc, les noyaux de toilettes qui ont été refaits, de la mécanique. Dans les sous-sols, énormément de choses. On a percé à plusieurs endroits, donc ajouté des ascenseurs. Il y a beaucoup d'interventions qui ont été faites. Tout ça en faisant un jeu de chaises musicales pour déplacer des équipements qui devaient rester en fonction pour les gens qui s'occupaient de la phase 2. Donc, c'était toute une logistique assez compliquée. Puis, on voit... j'allais dire ça trop vite. Je recommence. Oups. Je voulais vous amener ici. Là. On voit là, ça date de fin mars aussi, je pense. Là. Ou un petit peu avant. Donc, on voit l'installation du mur rideau qui va bien une fois que la courbe d'apprentissage a été passée par les installateurs. Là, ça va très, très bien. Ils ferment l'enveloppe assez rapidement. Voilà.
L'équipe de projet, là, il n'y a pas tout le monde, mais essentiellement BGS, travaux publics, l'équipe de conception qui va chez Roy, Perkins & Will, les ingénieurs principaux, Stantec, BPA, Vlan, Paysage, Aro, le conseiller en consultant en enveloppe du bâtiment. On a oublié de mettre, on n'a pas mis les gens en patrimoine, mais qui ont quand même été au cœur de la réflexion de la transformation du projet. Oui, ça a été très, on a mis beaucoup d'efforts, puis l'équipe de construction, elle se donne, puis entrepreneurs en enveloppe, parce que c'est ça qu'on a plus regardé aujourd'hui, mais verbal. Et puis, ça, c'est juste, il y a plusieurs années, hein, Gérardo, tu avais quelques années en moins. Moi, j'étais blonde platine. Mais c'est l'équipe de conception. On se rencontrait avec l'équipe de Perkins & Will, donc on faisait des séances de conception fréquemment, puis ça a été franchement une belle expérience. C'est un projet compliqué, mais somme toute... Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Le centre l'image et à Claude. Oui, oui, notre cher Claude, oui. Oui, voilà. Alors, Claude qui a été vraiment présent dans tout l'exercice. Puis je me souviens, on allait souvent sur le chantier, puis à un moment donné, il était installé sur la terrasse, puis il regardait ça et il dit c'est vraiment gros, hein? C'est comme un monstre, cette affaire-là. Puis là, à chaque fois, en fait, il dit à chaque fois que je viens sur place, je réalise, je me rends pas compte de l'ampleur de ce complexe-là. Voilà. Donc, oui. C'était somme toute une belle expérience, puis on est assez content de ce qu'on voit à ce jour. Alors voilà. Claude, il était très présent dans tout le processus de conception, dans tous les tests que nous avons fait au long de toute la conception, de la transformation. Oui. Alors, voilà, c'est ça. Oui, on n'a pas trop développé. Si vous avez des questions, vous pouvez retourner. On va allumer. Ah oui, Alors, avez-vous des questions? Moi, je vais quand même ajouter une chose au niveau du patrimoine. Vas-y. Non, je vais ajouter une chose, c'est que le BIF, ça a été un bâtiment désigné. Oui. Et c'était pas, en fait, comment dire, Ça va pas bien. c'est pour l'enregistrement, c'est pour quand même quelque chose d'important à souligner, c'est qu'en fait, quand ils font l'évaluation patrimoniale du BIF, s'ils reconnaissent la valeur patrimoniale d'un bâtiment, ils ont deux grades. Ils ont la désignation, la première, je l'ai oubliée parce que ce n'était pas le cas là, mais moi, ça, c'était une chose qui m'avait, choquée. Et en fait, c'est désigné. Et quand c'est le grade plus haut, le BIF continue à commander. Est-ce qu'il est intervenu encore après le BIF? De mon temps, il n'est jamais. Quand moi j'ai travaillé au début avec eux, j'ai jamais vu le BIF. Hein? Non. Parce qu'une fois, mais d'ailleurs, une fois que ils avaient reconnu, mais étant donné que c'était le deuxième niveau, le niveau inférieur, ils n'intervenaient plus. Alors, je ne sais pas quelle était. Moi, j'ai eu qu'une. J'ai eu qu'une expérience au tout début avec la commission de la capitale nationale. Je dois avouer que la première fois, le patrimoine ne s'en occupait pas beaucoup non plus. Je ne sais pas si par la suite, ils s'en sont occupés. On a toujours présenté le projet en ayant, en parlant du patrimoine, mais c'est vrai que de leur côté, ils n'ont jamais vraiment commenté à savoir si... Ils n'ont jamais vraiment pris en charge. On n'a pas pris de chance, puis on a travaillé de manière... C'est ça, moi, c'était une des choses quand même qui m'avait un peu estomaqué. Et peut-être que, je ne sais pas, je complète là. Dans le fond, au niveau de la matrice, ce qu'on a essayé de faire pour mes étudiants qui sont ici, ils vont immédiatement comprendre, c'est que dans le fond, on a suivi Aloïs Riegel, qui dit qu'en fait, l'intervention en patrimoine se fait en fait, à l'intersection à la fois des valeurs historiques et d'ancienneté et des valeurs contemporaines. Donc, dans la matrice, on mettait d'un côté les valeurs patrimoniales, les valeurs historiques, et d'un autre côté, en relevant notamment ce que le client voulait, toutes les études qui avaient été faites antérieurement, on remettait une deuxième colonne. Et finalement, en tant que, consultante en patrimoine, il y avait
une colonne où on faisait en fait des commentaires, parce qu'il y avait, nous, on n'a pas fait l'étude patrimoniale. En fait, c'était, comme le dossier du BIF, c'était l'étude patrimoniale. Et donc, la colonne, on mettait des commentaires, par exemple, pour toute la question, mais je n'en ai pas beaucoup parlé, là, mais de la terrasse extérieure, parce que c'est un peu une architecture sur dalle, hein, comme, comme le parc olympique ici. Et dans le fond, on a vu, c'était il y a déjà 5 ans, qu'est-ce qui, par exemple, en France, a été très courant. Et puis, on s'est informé en France qu'est-ce qu'ils faisaient avec les architectures sous dalle. Puis, dans une des colonnes, on mettait ce commentaire-là. Donc, il y avait en fait, le tableau était fait valeur historique, commande du client, valeur contemporaine issue, comment dire, à la fois des plans d'urbanisme, des études techniques, etc. Puis, nous, en tant qu'historienne, je faisais la colonne observation. Et puis après, il y avait une colonne recommandation avec une hiérarchie. Et alors, bon, dans l'étude patrimoniale, ce que j'ai aussi beaucoup retenu, c'est en fait la question de la distance. Bon, comme le bâtiment, comment dire, était dans le... Bon, comme ils ont dit, il y avait plusieurs échelles. Il y avait l'échelle du paysage, il y avait l'échelle urbaine, il y avait l'échelle architecturale extérieure et intérieure. Et donc, le paysage est terriblement important, comme le bâtiment dans le paysage. Et donc, en conservation, un des principes, c'est qu'il faut tenir compte de ce qu'on voit de loin. Et de loin, on peut essayer d'évoquer le patrimoine tel qu'il existait. Puis, quand on se rapproche, bien, il y a des transformations qui ont été faites. Bon, voilà, c'était un peu ça. Donc, c'était un peu ça la matrice. Et puis après, bon, je veux dire, à un moment donné, on fait son étude patrimoniale, puis il y a d'autres, dans un projet comme ça, comme ils l'ont expliqué, c'est tellement un projet complexe avec la ville. D'une part, c'est le fédéral, quand même, c'est important, hein? C'est le zéro carbone. Hein? Oui, ça c'est fondamental. Mais vous n'avez pas fait les intérieurs. Mais au niveau des intérieurs, c'était avant la pandémie, mais il y avait déjà toute une nouvelle conception du travail. Hein, avec les gens qui ne venaient plus. Il y avait plus de. Je ne sais pas s'ils ont conservé ce. Non, ils avaient une autre, un guide là, pour les milieux de travail 2.0 où il y a beaucoup plus d'espace collaboratif, moins de postes individuels. C'est ça, il n'y avait plus de postes individuels. Il y en a encore, mais ils sont non désignés, comme dans. Oui, c'est ça. Donc, c'était déjà, je veux dire, au départ, au niveau de la commande du fédéral, c'était. Il y avait le zéro carbone, qui je pense est vraiment, vraiment très important, qui faisait en sorte que je pense que le Nidau, c'était pas possible de le garder. Ils n'en ont pas parlé, mais tout l'aménagement extérieur, même avant la pandémie, c'était déjà une autre conception du travail de bureau, quoi. Les gens, il y avait des grands vestiaires. Moi, je me rappelle, on a été visiter une unité, témoin. Ils avaient mis en place. Et les gens, ils ont à la limite, ce qu'ils ont attitré, c'est une case de vestiaire, puis c'est tout. Mais donc, il y a des choses dans ce projet qui, quand même, au niveau de la commande, étaient très novateurs, très contemporains, très contraignants sur le patrimoine. Puis il y avait tout un changement de mentalité parce qu'avant, ils avaient les petits cubicules, chacun je pensais 11 mètres carrés, puis là, on densifie à 9 mètres carrés, donc plus de proximité, mais des organisations aussi beaucoup plus flexibles, assis, debout, tu peux travailler, tu discutes, tu vas dans un petit espace collaboratif, beaucoup plus approprié pour le genre de travail qu'ils font. Mais c'était aussi une façon de chercher à densifier parce qu'ils ont plein d'espaces locatifs dont ils veulent se défaire pour loger tout le monde dans. Ils avaient quand même vu, avec le télétravail aujourd'hui, dans le fond, c'est d'autant plus pertinent, quoi. En fait, ce qu'ils vont pouvoir faire, sachant que les gens vont être au travail 2-3 jours semaine, ils vont pouvoir rapatrier encore plus de gens. Ce qui est bien, ce qui est quand même une économie d'espace de travail. Non, parce qu'ils se retrouvent dans une condition où le tiers du temps, les espaces sont chauffés, climatisés, mais il n'y a personne qui les occupe. Donc, encore là, ils vont optimiser puis avoir plus de gens. Et il faut dire qu'au niveau, du rapport à la ville, là,
notamment sur le boulevard Laurier, c'était l'entrée principale. C'était, Une catastrophe. Ben, oui, c'était vraiment un bâtiment à c'était, limite. comment dire, les gens, en fait, comment dire, du côté de Laurier, il y avait ce grand escalier qui arrivait au niveau principal du concours, de la circulation intérieure, et de l'autre côté, il y avait l'entrée, il y avait l'accès automobile. Et vous avez percé, vous avez été recherché cette entrée-là. Ouais. Mais l'entrée principale sur Laurier, c'était... C'était presque tout le temps fermé. mais les gens allaient fumer. C'était plein de C'était juste gigots pour partout. fumer. Ils n'allaient que fumer. Les gens n'arrivaient pas par là. Le rapport à l'urbain, c'était vraiment... Moi, naturellement, il y a des choses que je regrette qui sont parties, mais il y a, comment dire, le rapport à l'urbain était dur. Je ne sais pas comment vous allez traiter la place centrale, là, la place avec les arrivées d'autobus, mais c'est vrai que c'est un bâtiment fait pour la voiture. Ouais. Vraiment. C'est ça, c'était une couche, c'était pour les voitures, et puis tout le monde circulait dans ce niveau supérieur, au-dessus des voitures. C'est une pensée différente que ça que nous savons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus les piétons, plus important, les voitures, c'est comme... Question après ce commentaire, oui. Donc, il y a des gens qui regardent la présentation en ligne. Voudrait savoir si l'ensemble des tours vont avoir ce même type de revêtement. Je ne sais pas s'ils parlent de portage 1, 2 et 3 ou si l'ensemble de portage 3 va avoir le même type de revêtement. Donc, ce qui est de portage 3, là, on a vu les 6 tours, là. Effectivement, l'ensemble du complexe place du portage 3 va avoir exactement le même revêtement qu'on vous a montré. Est-ce qu'ils envisagent de faire la même chose pour les autres? J'ai aucune idée. On n'a aucune idée. On ne fait pas. Je sais pas. Mais non. Mais non, probablement pas avec la même. Non. Non, c'est plus... Je me demandais si votre expérience avec le mur rideau du Stade olympique, s'il y a un parallèle un peu entre ces deux expériences. En fait, c'est pas pour parler honte, c'est pour l'illustration. Ah, OK. Je me demandais s'il y a un parallèle entre votre expérience avec le Stade olympique, l'intégration du mur rideau au Stade olympique. C'est quand même un mur rideau qui était sur un bâtiment de patrimoine moderne. Et c'est un petit peu, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de voir des parallèles entre les deux là, durant votre présentation, surtout toutes les étapes que vous avez faites avec l'installation du mur rideau, les tests que vous avez faits dans le... Tout ça, c'est exactement les mêmes procédures. Donc, est-ce que ça vous a influencé aussi dans votre expérience? Je dirais que oui, d'un point de vue technique, parce que c'est clair qu'on a approché PDP3 en sachant ce qu'on devait faire pour mener le projet à terme, puis sachant aussi qu'on allait travailler avec un produit unique, développé par une équipe. Donc, oui, ça fait partie des réflexions dès le départ. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec un consultant spécialiste en enveloppe du bâtiment qui vraiment nous a aiguillés dès le départ à savoir si c'était réalisable, notre fameux, on appelait le feature frame en anglais, mais notre fameux, notre élément horizontal, là, qui était très, très, très difficile à intégrer. Mais oui, donc, point de vue, processus, examen, performance, tout ça, ça a été un peu le même cheminement que la tour. Par contre, la consultation avec le côté votre préservation du patrimoine moderne a été un petit peu plus botché, comment on va dire. Il a été moins respecté au Stade olympique, cet aspect-là. C'est la même personne qui a fait l'étude patrimoniale. Je n'ai pas travaillé personnellement sur le projet, mais je pense qu'il y avait des enjeux peut-être un peu différents par rapport aux nôtres. Mais là, au parc olympique, comment dire, les étages, c'était des étages pour des palestres. Moi, je pense que, je veux dire, c'était des grands panneaux de béton. Je pense qu'au Stade olympique... L'étude qui a été l'étude patrimoniale, mais par contre, Mais là aussi, comment dire, l'usage contemporain a été très important. Je pense qu'au Stade olympique, comment dire, c'est quand même les bureaux qui ont été créés sont des bureaux d'une qualité absolument exceptionnelle. Avant, personne ne voyait, comment dire, ces espaces monumentaux à l'intérieur. Maintenant, il y a des gens qui vivent dedans et je pense que ça, c'est aussi au niveau de la rentabilité du complexe parce que
c'est des revenus de location. C'est vraiment important, quoi. Oui, c'est un impératif d'avoir plus de lumière naturelle parce qu'avant, c'était vraiment un système mur rideau, panneau tympan, panneau de béton, pardon, mais donc là, c'était important de fenestrer en totalité pour la qualité des espaces intérieurs. Question? Oui. Moi, j'avais une question au niveau du contexte urbain. Donc, on a observé que le projet avait intégré dès le départ la question de la mobilité automobile comme étant un axe dans son aménagement. Puis, dans une époque où l'automobile occupait une place importante, puis je me demandais, on sait qu'aujourd'hui, la transformation du paradigme de l'automobile dans les aménagements de la rue cause un défi. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés en ce qui concerne la transformation du paysage urbain de la rue Laurier, mais aussi des autres rues qui sont à proximité, notamment dans la gestion des parties prenantes qui est impliquée? Je suppose que la ville de Gatineau était impliquée aussi dans le projet de transformation du Viaire. Tu veux montrer quelque chose? Oui, je vais peut-être juste montrer, revenir à... Ouais. Bon, la première des choses, juste pour revenir parce que sur la rue Laurier, ça fait partie du boulevard de la Confédération, donc on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Et puis, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on devait faire aussi, c'est on se devait de garder tous les accès entrée et sortie au stationnement souterrain qui génère beaucoup de revenus, là. Il n'y a pas beaucoup d'espace de stationnement ailleurs dans la région. Puis on peut penser que 7000 travailleurs, ça prend des places de stationnement parce qu'au niveau des transports en commun, c'est pas aussi développé que ça pourrait l'être. Il y a beaucoup d'autobus, mais ça s'arrête pas mal, là. Donc, ça, c'était la première chose qu'on devait respecter. Donc, on ne pouvait pas penser retirer une rampe d'entrée ou de sortie parce qu'on en a discuté. Parce que sur la rue Laurier, on le voit peut-être sur la photographie de... Ah, vous j'attends. Excusez. Les gens en ligne voient plus. Ah, oui, c'est moi, j'ai coupé le zoom ici. Il faut faire partager, hein? Pourtant, j'ai l'habitude, mais... Non, mais c'est que nous, on vous a éjecté. Là, ça marche. Ça va? Ça marche? OK. S'excuse. OK. Laisse-moi juste terminer. Ah, hop, on a perdu. Quelle image? Sinon, on avait mis les points prévus. Ouais. Et donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est un bel exemple. On voit qu'il y a une rampe d'accès. Ça coupait complètement le flot des piétons sur la rue Laurier, puis il y avait un enjeu de sécurité, mais malheureusement, ce n'était pas possible là, de faire ça. Donc, ça, c'est une demande du client, spécifiquement parlant. Une autre demande du client, c'est en déplaçant l'entrée, en créant une vraie entrée accessible sur la rue Laurier, bien, il fallait aussi doter d'un débarcadère minute là, pour répondre à la clientèle qui en avait besoin. Donc ça a été des discussions avec la Commission de la capitale nationale pour s'assurer qu'on ne créait pas d'engorgement au niveau des rues parce que boulevard Maisonneuve, rue Laurier, c'est très, très, très achalandé. Ce n'est pas des rues très... Ça passe, ça circule beaucoup. Donc, on voit ici les bollards de sécurité, mais devant ça, il y a un petit débarcadère minute avec un revêtement dissimulé qui donne l'impression que c'est juste le prolongement du trottoir. Donc, ça, c'est une chose. Sinon, avec la ville de Gatineau, bien, place d'accueil demeure et demeurera, mais ils ont dans des plans qui ont été acceptés récemment d'ajouter un tram sur la rue Laurier-Ouest. Donc, on sait du côté ouest, près des chutes de la Chaudière, il y a tout un développement du côté ontarien et québécois, le Zibi qui est en construction. Il va y avoir des commerces, habitations là-dedans. Ça va donner vraiment un second souffle à la ville. Donc, ce qu'ils nous ont demandé, avec la piétonisation aussi de Laurier-Ouest, donc à partir du boulevard Maisonneuve vers votre gauche, tout ça va peut-être devenir piéton à un moment donné. Ils veulent ajouter un tram là-dessus. Donc, c'était vraiment important d'ajouter un point dans... Gérardo en a parlé, mais d'ajouter un point d'entrée au complexe dans ce coin-là. Puis, en fait, l'idée, c'est de
toutes ces entrées-là et la coursive, tout ça, c'est public. Donc, n'importe qui peut entrer, circuler là-dedans. C'est juste au point d'ascenseur que là, on a besoin on a un accès sécurisé. Mais tout ça, le but, c'est que les gens, citoyens et utilisateurs ou travailleurs puissent circuler librement, passer d'un espace à l'autre. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils ont compensé, à mon sens, avec la présence de l'automobile qui est là. Il n'y a pas de plan de réduction du boulevard Maisonneuve à une voie, deux voies. C'est avec le trafic qu'ils ont en ce moment. Je ne sais pas si ça répond à la question ou tu veux ajouter quelque chose d'autre. Non, mais c'est ça, effectivement, c'est plus l'équilibre hein, en restant avec les besoins, c'est une des habitudes aussi d'utilisation du transport en commun versus l'automobile. Ce sont des choses que ça va rester un équilibre et éventuellement, dans le futur, bien qu'on souhaite, c'est de réduire la quantité des autos, mais c'est aussi de profiter et puis que l'STO et la ville puissent donner plus de possibilités pour le transport en commun. Mais c'est sûr que les gens ne sont pas tout à côté, ils viennent de différents endroits pour travailler au site. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour arriver en transport en commun. Il n'y a pas de métro ou des autres systèmes, mais avec l'arrivée d'une tram, des autres types de transport, c'est sûr que peut-être il va y avoir une réduction de quantité de autos. Mais pour le moment, on profite juste pour donner que l'espace qui est dédié pour les piétons, c'est-à-dire les trottoirs, soit plus agréable et aménagé. Et puis de permettre aussi l'accessibilité, comme on a dit tantôt, pour permettre la perméabilité à l'intérieur du complexe, surtout au niveau des piétons. On a une autre question en ligne. Est-ce que vous avez été confronté à des réticences au niveau des autorités municipales ou autres afin de ne pas effectuer une reproduction à l'identique des façades? Je pourrais. Des autorités. Des autorités, non. Non. Non, en fait, il y a pas c'était plus une vision de l'ensemble des gens qui ont travaillé dans la conception. Entre autres, c'était aussi Claude. Et on était tout le temps un peu contre l'idée de faire ce qu'il appelait comme une fake. C'est-à-dire, OK, on va reconstruire quelque chose à l'identique, mais ce n'est pas l'identique. C'est comme on va apporter pas grand-chose au niveau de la compréhension historique de qu'est-ce que c'est le patrimoine, c'est quoi l'intervention qu'on fait. Dans les exemples qu'on a fait dans les interventions de patrimoine, il y a toujours une vision de ça appartient à une époque, ça qu'on fait, ça appartient à notre époque, et puis on les représente tel quel. C'est un peu, quelque part, peut-être, mais c'est un peu la vision, et puis avec Parkinsonville et tout le reste des autres personnes, c'est ça un peu la vision qu'on a trouvée. Et à chaque fois qu'on essayait de reproduire tel quel, quelque part, il y a eu toujours des problèmes autant que techniques, parce que c'était juste de venir faire un peu un maquillage, parce que finalement, c'était un système qui était difficile à reproduire avec les besoins énergétiques que nous avons actuellement. Je ne sais pas si ça... Mais sinon, ni des autorités municipales, ni de la Commission de la capitale, on a senti qu'on devait s'approcher le plus possible de ce qui était construit. Là. Oui. C'est pas moi. Donc, la dame, merci pour cette présentation magnifique. Projet incroyable, transformation respectueuse et innovante. La question, quel a été le plus gros défi structural dans la démolition du podium intérieur pour le nouveau passage au niveau piétonnier? Ça tient comment, je pense? Ça tient comment? Ben, c'est pire que ça en a l'air, ça en a l'air, mais en fait, le podium actuel, en fait, l'atrium actuel au centre, c'est vraiment un assemblage de terrasses intérieures à différents niveaux. Là. Donc, sous ça, il y a des locaux techniques qu'on a déplacés, mais essentiellement, on a pris une paire de ciseaux et on a coupé dans 2 axes structuraux comme ça, sans affecter l'intégrité, puis ça s'est bien passé. On n'a pas eu à faire de renfort ou de compensation structurale visible. On le voit dans l'image 3D. On a une petite passerelle légère qui relie les 2 bouts, puis ça... Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'enjeux structuraux. C'est plutôt au point de vue mécanique et électricité de perdre tous ces espaces-là.
puis de les relocaliser ailleurs parce qu'on perçait vraiment où il y avait d'immenses équipements. Et aussi, mécaniques. parce qu'il y a mécaniquement, effectivement, c'était un peu, parce qu'on a coupé la possibilité de transférer d'un côté à l'autre des éléments qui traversaient avant, il a fallu trouver des autres chemins. Mais finalement, c'était plus au niveau des mécaniques. Au niveau des structures, c'est sûr qu'on a respecté la trame existante. C'est-à-dire qu'il y a des dessins de toute la trame qui descend jusqu'en bas et puis tous les éléments des poutres horizontales, c'était respecté le plus possible. On a eu la chance de pouvoir faire ça en respectant aussi la structure. Et moi, j'ai une question. Alors, comment dire, à l'intérieur, les façades restent telles quelles? Parce qu'en fait, c'est aussi un bâtiment qui joue, comment dire, qui jouait sur la continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, à l'intérieur, il y avait quand même des éléments. Je me rappelle plus très bien, là, mais Ouais. Mais ici, c'est fenestré, là, parce que de l'autre côté, c'est des espaces de bureau. Donc, oui, mais vous transformez ces parties-là aussi. ben, on remplace le vitrage, là, C'est mais tout. c'est tout. Là. Les éléments de blocs de béton restent, c'est de la brique, je pense, en fait, restent en place. La seule différence, c'est juste qu'on vient de l'autre côté de l'atrium, c'est vraiment des coursives ouvertes sur l'atrium. Mais là, on est en aire communicante, donc on vient fermer avec des parois vitrées, puis on vient ajouter des gicleurs. Mais somme toute, tous les matériaux qui sont là, la structure reste relativement intacte. Et puis, on garde vraiment l'esprit avec les plafonds aussi en latte d'aluminium peinte avec l'éclairage. Question? Hein? Pas sur les canons. C'est juste anecdotique, mais combien de demandes de mesures différentes vous avez eu à faire? 10, je pense. 10, 11. Non, pas plus que ça. J'en ai bien tiré. Oui, ça a été toute une autre pan d'histoire. Voilà, mais ouais. On s'en sort bien. Ouais. Au niveau de la structure de béton, Oui. Est-ce qu'il y a eu des interventions à faire pour la mise à jour sismique? Oui. Et puis, par rapport à ces éléments de béton qui étaient exposés, qui ont été maintenant englobés dans la nouvelle structure, est-ce qu'il y a eu des réparations? Et ça, il semblait être quand même en très mauvais état. Donc, parlez un peu plus de la structure, s'il vous plaît. La structure de béton, en fait, on a conservé la majorité de la structure de béton parce que c'est ça qu'on a fait. On a dégarni la totalité du bâtiment, puis on a gardé juste le squelette de béton, tant mieux. Plein de carbone intrinsèque qu'on a gardé sur place, donc une bonne posture par rapport à carbone zéro. Évidemment, on a dû rendre le bâtiment au code parasismique, donc il y a plusieurs murs de refend qui ont été installés dans des endroits dissimulés, qui ne sont pas en plein milieu des plateaux. Ils sont surtout localisés ici dans les retours. Je ne sais pas si vous voyez, là, dans les retours comme ça ici, là, donc il y a une partie qui va être, au lieu d'être du verre opaque, je pensais du verre transparent, ça va être du verre opaque. Derrière, il y a les renforts structuraux. Puis sinon, les éléments qui étaient apparents, on les a réparés, mais on n'a pas fait des réparations architecturales, on a fait des réparations structurales, si on veut, pour s'assurer d'arrêter la dégradation. Mais on se devait de les encapsuler, de les intérioriser pour qu'ils soient du côté chaud pour éviter qu'ils continuent à se dégrader. C'était vraiment flagrant sur ces poutres-là en porte-à-faux. Il y avait beaucoup d'accumulation, de dégradation. Sur les colonnes, beaucoup moins. Il y en a certaines qu'on a gardées extérieures, d'autres qu'on a intériorisées aussi pour juste augmenter, si on veut, la surface habitable du côté intérieur, ce qui est le cas dans l'entrée principale. On voit ici que tout ça, c'est extérieur, il y a l'entrée, donc c'est un trou. Et puis, on est venu, on le voit bien ici, la colonnade de béton est rendue derrière le mur rideau. On a descendu le mur rideau pour vraiment intégrer. Mais c'est à quelques endroits parce que les poutres comme ça qui sortaient en porte-à-faux, c'était vraiment dans ce secteur-là. Les colonnes apparentes, on l'avait à quelques endroits. Certains endroits, on les a laissés extérieurs, mais pour préserver la structure, mais garder quand même un contact visuel derrière la paroi vitrée.
D'autres questions? Derrière, il y en a un. Oui. Oui, bonjour. J'aurais quand même deux questions sur le mur rideau aussi. Je suis très intriguée par, entre autres, l'effet aurore boréale qui, je trouve ça extraordinaire, votre concept, mais je me demande comment vous faites le détail d'éclairage de ce mur rideau-là. Je ne comprends pas le principe que vous avez appliqué dans ça. Ça a l'air extraordinaire, c'est merveilleux. Puis la deuxième question, c'est l'efficacité énergétique de l'enveloppe. En termes d'efficacité énergétique, qu'est-ce qu'elle en fait par rapport à la situation existante? À quel pourcentage ça a permis d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment? OK. Ben, si on commence avec l'aurore boréale, ça, c'est 2 jours. Donc, ce que Gérardo mentionnait, c'est qu'on est venu matifier le verre en surface 1 à l'extérieur. Donc, ça nous permettait d'avoir plus de surface pour accrocher la lumière, mais aussi, vu que le pont est un bâtiment occupé sous lequel les véhicules passent, il y avait toute la question d'éblouissement puis de surface réfléchissante. Là, ça, c'est une autre demande de la Commission de la capitale nationale d'éviter d'avoir plus de surface réfléchissante qui était problématique pour les passants et puis les automobilistes. Donc, le pont, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu matifier plus de surface, puis ça nous a créé cet élément-là aurore boréale. Donc, de jour, ce qu'on perçoit, c'est un peu ce qu'on a vu avec les échantillons grandeur. C'est juste une espèce de moirage. Mais de nuit, on a de l'éclairage extérieur qui est appliqué en haut et en bas avec un mouvement très, très, très subtil qui reprend un peu le mouvement d'une aurore boréale. Ça aussi, cet élément-là, la Commission de la capitale nationale nous assiste à toutes les rencontres. On a fait un essai il n'y a pas très longtemps avec l'éclairage pour démontrer qu'on ne créait pas de pollution lumineuse, ça ne devenait pas non plus distrayant pour les automobilistes. Puis, ça faisait vraiment le travail, puis ça fonctionne relativement bien. Donc, la lumière, elle lèche le verre matifié, puis s'accroche pour créer de manière subtile cet effet-là. Là. Et c'est une bande à l'extérieur qui vient se supporter. C'est pas un éclairage intérieur. Non. C'est à l'extérieur et l'effet qu'on a à la surface avec le verre à l'acide, ça attrape la lumière, ça change la perception et ça devient un élément qui va être éclairé de façon. Mais on ne veut pas faire comme Times Square. C'est plus subtil et puis les mouvements, le type d'appareil est attaché sur un système de contrôle qui fait le jeu de ce mouvement, mais de façon très, très subtile. Puis j'ajouterais là, que vu que la Commission de la capitale nationale et puis Environnement et Climat Canada aussi sont dans l'histoire parce que on veut éviter d'avoir des couleurs froides qui peuvent représenter des ciels quand il y a des périodes migratoires qui font en sorte que les oiseaux sont attirés vers ces surfaces-là. Donc, c'est tout un travail de coloration et puis de séquence durant la période de l'année qui va être mise en place pour éviter toutes les collisions. Là. On ne veut pas créer l'effet inverse. Donc, on est vraiment suivi de près par nos amis de la Commission capitale. On ne fera pas Times Square, non. Non, mais dans ce cas-là, c'est un peu plus des images qui montrent plus bleu, mais dans l'image que vous avez vue tantôt, c'est plus dans des tons plus chauds et ça dépend aussi de la période de temps pour éviter des problèmes migratoires. Et juste pour revenir à votre deuxième question, là, rapidement, au niveau de la performance du mur rideau, je l'ai évoqué tantôt rapidement, mais on voit les façades existantes là, qu'on augmente là, plus ou moins. Là, on voit par la valeur globale thermique, 116 au niveau du panneau de vision, 141 Donc, on voit que, somme toute, là, on est vraiment ailleurs là, dans l'enveloppe existante qui était vraiment pas performante. D'autres questions? On parle de quand même un grand complexe dont le toit est de bitume, donc il doit émettre des îlots de chaleur. Ça doit être un important îlot de chaleur. Ouais. Donc, je me demandais comment se fait la gestion de cette... Est-ce que vous avez considéré la gestion de ces paramètres-là dans votre processus de création? Oui, en effet, bonne question.
c'est certain que, ben, on ne l'a pas mentionné, mais le gouvernement vise l'atteinte d'objectifs LEED, là, si on veut, là, assez élevés. Puis quand on a fait notre analyse de verdissement du site, on voit au niveau du sol, on a fait un super bon effort, puis ça va servir aussi aux usagers. On a discuté de verdir les toitures. Puis c'est un bâtiment de grande hauteur, les vents et tout ça, entretien, ça a été mis de côté assez rapidement pour des questions d'entretien puis de faisabilité. On arrive avec tout ce qu'on a au sol à atteindre nos objectifs de réduire les eaux de chaleur, en plus de donner ces espaces-là utilisables pour les citoyens et pour les travailleurs de PDP3. Donc, autrement dit, avec votre traitement au sol, vous arrivez à répondre à des objectifs Oui. de gestion des eaux de chaleur. Ouais. Donc, les toitures vont être blanches en haut, mais essentiellement, c'est... Surtout la partie boisée qui est en pente, ça aidait beaucoup à combler les pourcentages. OK. On se les met dehors. Non. Mais merci beaucoup de votre attention. Merci, Mélanie. Merci. C'est pour la prise de vue. Merci, Gérard. Donc, on termine la série de 6 conférences. Je vous invite à la table ronde, donc, qui reviendra sur l'ensemble des présentations. On devrait, donc sur la table ronde, c'est le 10 mai, un vendredi après-midi, et c'est au Centre de design. Nous, en tant qu'organisateurs, on devrait faire une synthèse de l'ensemble des conférences comme base de discussion. On va les mettre sur le site au début du mois de mai. Donc, ce qu'on va présenter, comment on va... Disons, le texte qui va ouvrir la table ronde, vous l'aurez déjà sur le site, vous pourrez y réfléchir. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir un échange le plus large possible pour, en fait, émettre une opinion sur le stade où on est rendu en matière de conservation du patrimoine moderne au Québec. C'est un peu ça l'idée. Alors, je vais remercier tous ceux qui ont contribué à cette série, et en particulier, nos commanditaires, en premier lieu Provence-Chez-Roi, très fidèle à Docomomo, ERA Architecte, très fidèle aussi, ABCP Architecture, très fidèle aussi, puis on a nos partenaires, il y a l'école de design qui nous a aussi aidés, puis on a les partenaires qui sont les instituts du patrimoine à la fois de l'UQAM et de l'Université Laval. Et cette année, en fait, au niveau de l'organisation de nos conférences, on a innové puisqu'on a eu 2 conférences. Enfin, on a eu une conférence à Toronto. On a eu 2 conférences à Québec. Et donc, on a commencé à développer des relations de collaboration avec l'Université de Laval. Et je pense qu'on va continuer, en fait, à maintenir cette formule. Et d'ailleurs, la table ronde sera retransmise aussi à Laval et il y aura un échange de questions qui pourra aussi se faire à distance. Alors là, je vais remercier quelqu'un qu'on n'a jamais remercié. Ce n'est pas la même personne que tout au long de nos conférences, qui est le technicien de l'audiovisuel. Merci beaucoup. Mon service était à l'UQAM excellent, je pense, et même... quand on est arrivé ici, la salle n'était pas organisée. Il nous a aidés à l'organiser. Je trouve ça vraiment, c'est très l'esprit UQAMien dans le meilleur sens du terme. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. J'ai oublié personne, Soraya? Oui, l'équipe de base. Soraya et Manuela et puis d'autres membres de l'équipe qui nous aident à diffuser le mieux possible cette série de conférences. Merci d'être venu. À la prochaine.